Et si une simple dépêche secrète pouvait faire vaciller le destin d'un continent entier? Imaginez, dans la lumière pâle d'un matin ordinaire au Burkina Faso, un message crypté atterrit au sommet de l'État. Pas une rumeur, mais un ultimatum officiel signé par la main même du président américain Donald John Trump. Le contenu est implacable. Le Burkina Faso doit livrer 70% de ses réserves d'or, ou rembourser plus de 5 milliards de dollars américains, intérêts compris. Pas la moindre marge de négociation. Le choix est assez brutal, sans appel, céder ses richesses ou s'enfoncer dans la faillite. Derrière ce chantage, une menace froide et précise plane sur les autorités burkinabées. Ce n'est pas qu'une affaire de finances, c'est la souveraineté d'un peuple, la dignité d'une nation, qui se retrouve piégée entre quelques phrases tapées à la hâte sur un clavier. Pour Ibrahim Traoré, président en exercice, l'heure est grave. Accepter, c'est renoncer à l'indépendance chèrement acquise, abandonner le contrôle des ressources vitales et s'humilier devant le monde entier. Refuser, c'est risquer l'asphyxie économique, l'isolement diplomatique et des représailles qui pourraient en plonger le pays dans le chaos. Mais derrière cette crise, c'est tout un continent qui retient son souffle. Comment le Burkina Faso en est-il arrivé à ce point de rupture? Quels secrets, quelles manœuvres ont déclenché cette confrontation directe avec la plus grande puissance mondiale? Pour comprendre la portée de ce bras de fer, il faut remonter le fil des événements. Tout commence bien avant ce télégramme explosif. L'or africain, bénédiction ou malédiction. À première vue, une richesse incommensurable. Mais pour chaque once extraite, le poids des convoitises étrangères ne fait que s'alourdir, génération après génération. Pourquoi le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble vit-il perpétuellement sous la pression occidentale? Pour répondre, il faut remonter au temps de la colonisation. La France, la Grande-Bretagne et d'autres puissances européennes ont bâti un système inégal. L'Afrique exportait ses matières premières à bas prix, puis importait des produits finis hors de prix. Ce modèle colonial a forgé une économie dépendante, taillée sur mesure pour enrichir l'Occident. Prenons l'exemple du caoutchouc au Congo belge au début du XXe siècle. Des milliers de tonnes étaient extraites dans des conditions inhumaines, puis exportées à bas coût vers l'Europe, où elles étaient transformées et revendues à prix d'or. Les populations locales, elles, gagnaient à peine de quoi survivre. L'histoire de l'or du Burkina Faso, 100 ans plus tard, ressemble à s'y méprendre à cette tragédie oubliée. Après les indépendances, le piège s'est refermé sous une autre forme, plus insidieuse. Derrière l'aide internationale, le Fonds monétaire international et le groupe du G7 ont imposé des dettes écrasantes et des conditions draconiennes. Chaque prêt contracté par le Burkina Faso était assorti de réformes, rarement bénéfiques pour la population. Année après année, le pays s'est retrouvé pris dans un cycle infernal de remboursement, d'ajustements structurels et de privatisation forcée. L'argent rentrait mais repartait aussitôt vers Washington, Londres ou Paris. Pour illustrer ce mécanisme, pensons à la crise de la dette mexicaine dans les années 80. Le Mexique, étranglé par des taux d'intérêt exorbitants, a vu ses institutions publiques démantelées, ses services sociaux effondrés, le tout pour honorer une dette jugée odieuse par de nombreux économistes. Le Burkina Faso, à l'image de tant d'autres pays africains, subit une logique similaire. Une dépendance entretenue par le flux permanent de capitaux vers l'étranger. Dans l'ombre, les géants miniers occidentaux se sont accaparés l'or burkinabé. Les profits filaient à l'étranger, laissant les populations locales dans la misère, à voir passer sous leurs pieds des tonnes de métal précieux. Malgré ses ressources, le pays restait prisonnier des prix fixés loin de ses frontières, dépendant des décisions des multinationales. Mais un secret a tout bouleversé. La découverte, soigneusement dissimulée par le gouvernement, de nouveaux gisements d'or. Pour préserver ce trésor, le Burkina Faso a fait appel à des ingénieurs nord-coréens, spécialistes du cryptage et de la dissimulation technologique. Grâce à leur expertise, chaque donnée, chaque forage, chaque gramme extrait restait invisible aux yeux occidentaux. Les puissances étrangères, habituées à garder la mainmise sur les richesses africaines, se sont heurtées à un mur d'informations impénétrables. Ce recours à des experts étrangers rappelle le cas de l'Iran dans les années 2000, qui a sécurisé ses programmes nucléaires face à l'espionnage occidental. En s'alliant à des nations prêtes à défier l'ordre établi, le Burkina Faso a imité une tactique éprouvée: rendre toute tentative d'ingérence coûteuse, sinon vaine. Fermer les yeux sur cette histoire, c'est accepter la perpétuation du cycle de l'exploitation. C'est condamner le Burkina Faso et, par extension, toute l'Afrique à la pauvreté, à la dépendance, à la perte de souveraineté.
Refuser de regarder cette réalité, c'est laisser perdurer un système qui prive tout un continent de ses richesses. Mais cette fois, un homme refuse de se soumettre à l'ordre établi. Ibrahim Traoré, jeune capitaine, s'apprête à défier le statu quo et à prouver que l'Afrique peut choisir sa propre voie. Le compte à rebours vient de commencer. Ce choix de résistance n'est pas sans conséquences. Un télégramme secret, envoyé depuis Washington, va bientôt placer Ibrahim Traoré face à un ultimatum historique. Face à l'ultimatum, céder ou résister, telle est la question qui hante Ouagadougou. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré subit une pression inédite. Un télégramme signé par Donald J. Trump exige que le pays cède la majorité de son or ou rembourse une dette gigantesque sous peine de sanctions internationales impitoyables. Derrière cette menace, les puissances occidentales révèlent leur obsession: garder la main mise sur les ressources africaines, coûte que coûte. Mais Traoré refuse de plier. Dès l'aube, il convoque en urgence l'élite politique, militaire et économique du pays. Son message est clair, tranchant: le Burkina Faso n'est pas à vendre. Nous ne sacrifierons pas notre avenir. Sans perdre une minute, Traoré lance une riposte historique. Les compagnies minières étrangères reçoivent l'ordre de quitter le territoire. Les mines d'or sont nationalisées, leurs accès placés sous contrôle strict de l'État. Chaque gramme d'or extrait finance désormais les hôpitaux, les écoles, les routes et la sécurité alimentaire du peuple. Cette décision, inimaginable quelques jours plus tôt, provoque une onde de choc. À Ouagadougou, la population descend dans la rue et applaudit. De Lagos à Kinshasa, les médias africains célèbrent le courage du président burkinabé. Sur les réseaux sociaux, la vague de soutien populaire traverse tout le continent. Le Burkina Faso devient le symbole d'une Afrique debout, décidée à écrire sa propre histoire. Un écho historique résonne. En 1954, le Guatemala nationalisa ses terres agricoles, provoquant la colère de la United Fruit Company et l'intervention des États-Unis. Ce précédent rappelle à quel point s'opposer frontalement à l'ordre international comporte des risques, mais aussi des chances de bouleverser la donne. Mais cette résistance a un prix. Traoré le sait, défier les géants, c'est risquer de perdre des alliés, de subir des représailles économiques, voire militaires. Pour la première fois depuis des décennies, un chef d'État africain refuse de sacrifier l'avenir de son peuple sur l'autel d'une dette imposée par l'Occident. Le bras de fer ne fait que commencer. Le monde entier retient son souffle. Quel sera le coût réel de cette insoumission? Est-ce le début d'une renaissance africaine ou le prélude à un affrontement sans merci? À mesure que l'étau occidental se resserre, Traoré doit faire face à ses propres démons. Les premiers signes de riposte ne tardent pas à apparaître. Et si le destin du continent africain se décidait sous le soleil implacable du Sahel? Acculé par un ultimatum sans appel, le Burkina Faso a choisi la résistance. Les puissances occidentales ont répliqué sans délai. Sanctions économiques d'une brutalité inédite, menaces d'intervention militaire et surtout une campagne médiatique agressive pour couper Ouagadougou du reste du monde. Ces attaques n'ont fait qu'accélérer la réplique africaine. Presque aussitôt, le Mali, le Niger et la Guinée ont formé un bloc autour du Burkina Faso. Pour la première fois, ils ont partagé leurs renseignements et coordonné leurs forces, posant les bases d'un véritable réseau de défense panafricain. Cette coalition ne se limitait pas à une alliance tactique. Elle incarnait la naissance d'un nouveau rapport de force fondé sur la solidarité et la détermination à ne plus céder. Ce modèle rappelle l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963, mais avec une détermination renouvelée et des moyens inédits. À l'époque, l'OUA avait peiné à empêcher la déstabilisation du Congo de Lumumba. Aujourd'hui, les leçons du passé semblent intégrées. Sur le plan diplomatique, Traoré et ses partenaires ont pris un pari risqué: la diversification. Plutôt que de se replier, ils ont ouvert des canaux vers la Chine et la Russie, tout en dialoguant avec de nouveaux acteurs prêts à respecter la souveraineté africaine. Cela leur a permis de contourner certains embargos et d'obtenir un soutien technologique et logistique crucial. Regardons la façon dont Cuba, sous embargo américain, a pu survivre en s'appuyant sur l'expertise médicale et technique de l'Union soviétique. De même, le Burkina Faso a diversifié ses alliances pour éviter l'asphyxie totale. Mais la véritable rupture est venue du peuple. À Ouagadougou, dans les faubourgs de Bamako, sur les réseaux sociaux de Conakry, une vague de solidarité a déferlé. Les campagnes menées localement ont galvanisé la jeunesse et les militants panafricains, transformant la résistance officielle en un mouvement populaire. Pour beaucoup, la lutte de Traoré devenait celle de tout un continent.
Des exemples récents abondent. Lors des printemps arabes, en 2011, les réseaux sociaux ont permis à des millions de personnes de s'organiser, de s'informer et de résister à la désinformation. Le phénomène se reproduit aujourd'hui, mais au service de la souveraineté africaine. Les premiers succès se sont vite manifestés. L'expulsion des sociétés minières occidentales a marqué un tournant historique. Désormais, les richesses extraites, or et minerais, restaient sur le continent. Investis dans l'éducation, la santé ou les infrastructures, ces revenus relançaient l'espoir de milliers de familles africaines. Pour illustrer concrètement ces transformations, prenons le cas d'un village près de Gaoua. Grâce aux nouveaux revenus, une école a pu être construite, offrant chaque année une scolarité gratuite à plus de 300 enfants. Le taux de mortalité infantile a chuté, l'accès à l'eau potable s'est amélioré et de jeunes diplômés commencent à revenir pour monter des entreprises locales. Mais le risque demeurait colossal. Un revers condamnerait non seulement le Burkina Faso, mais risquerait de briser pour des décennies tout espoir de souveraineté africaine. A l'inverse, chaque réussite pouvait enflammer tout le continent et déclencher une réaction en chaîne impossible à contenir. Mais dans l'ombre, les adversaires du nouveau bloc africain préparent déjà leur contre-attaque. Une menace inattendue se profile, prête à tout bouleverser. Imaginons un scénario, une cyberattaque orchestrée pour déstabiliser le système bancaire burkinabé ou un embargo sur les médicaments essentiels. Telles sont les armes du XXIe siècle, capables de faire plier un État sans tirer un seul coup de feu. Mais l'expérience récente du Venezuela, qui a su contourner une partie des sanctions grâce à la blockchain et à des partenariats alternatifs, inspire le Burkina Faso à développer ses propres solutions technologiques souveraines. Et si la plus grande richesse du Burkina Faso n'était ni son or ni ses terres, mais son pouvoir d'inspirer tout un continent. Après le refus catégorique d'Ibrahim Traoré, une transformation profonde s'est enclenchée, porteuse de leçons concrètes et d'espoir pour l'ensemble de l'Afrique. Dès les premiers jours, la riposte a permis de renforcer l'armée nationale et de moderniser ses équipements. Des sites stratégiques ont été sécurisés, tandis que de nouvelles infrastructures vitales ont vu le jour. Ce mouvement a déclenché un sentiment d'unité, où chaque citoyen est devenu acteur et gardien de sa propre souveraineté. Pourtant, la vraie victoire n'a pas été seulement militaire. Une stratégie de communication sans précédent a permis à Traoré de rallier la population, la diaspora et même de toucher l'opinion au-delà des frontières. Grâce aux réseaux sociaux, aux médias panafricains et à des bulletins en langue locale, des millions de personnes ont suivi chaque avancée et participé au mouvement. Cette mobilisation a ravivé une vérité essentielle. L'unité africaine est une force immense, capable de bouleverser les rapports de force mondiaux. Le soutien visible des pays voisins, des intellectuels et des communautés régionales a pesé lourd face aux pressions extérieures. Lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle devient incontournable sur l'échiquier mondial. 3 piliers se sont imposés pour garantir la pérennité de cette dynamique. D'abord, la transparence totale dans la gestion des ressources, ensuite l'adoption de technologies souveraines pour sécuriser les transactions. Enfin, une solidarité régionale qui assure que chaque bénéfice profite d'abord aux populations locales. Pour garantir la transparence, le gouvernement burkinabé a mis en place un portail public, consultable par chaque citoyen, détaillant la provenance, la quantité et l'utilisation de chaque gramme d'or extrait. Ce modèle, inspiré du Botswana et de sa gestion diamantaire, offre un exemple concret de bonne gouvernance à l'échelle africaine. Ce réveil burkinabé a provoqué un effet domino. Déjà, d'autres nations africaines réévaluent leur politique minière, renégocient, contrat après contrat, et osent reprendre la main sur leurs richesses. Le souffle de la résistance se propage, ébranlant les anciennes règles dictées de l'extérieur. Cependant, les défis restent immenses, et le combat loin d'être gagné. L'inaction ouvrirait la voie au retour silencieux de la domination étrangère. Mais agir, c'est s'offrir l'opportunité d'un avenir où prospérité, dignité et respect ne sont plus des rêves, mais des droits accessibles à tous. Pour renforcer la résilience, plusieurs étapes pratiques sont engagées. Formation accélérée de cadres locaux, création d'un fonds d'investissement panafricain, mutualisation des infrastructures de transport et d'énergie entre les pays alliés. Cette stratégie, inspirée du plan Marshall initialement déployé en Europe, vise à construire une base solide pour un développement endogène. Pourtant, derrière cette vague d'espoir, une question demeure. Jusqu'où ce nouvel élan pourra-t-il résister face à la pression internationale? C'est ce que révèle la suite du télégramme secret. Alors, faut-il patienter ou oser façonner son propre avenir? Chaque génération se confronte à ce choix fondamental. Face à l'ultimatum sans appel, Ibrahim Traoré a refusé de capituler.
prouvant au monde qu'un dirigeant africain pouvait tenir tête, même sous la menace. Ce refus n'était pas un simple élan d'orgueil. Il s'agissait d'une question de survie, de dignité et surtout d'unité. Le Burkina Faso n'a pas juste dit non à la soumission. Il a fissuré le mur de la dépendance, rappelant à tous que l'Afrique refuse d'être condamnée à revivre inlassablement son passé. Ignorer ce signal, c'est choisir la résignation. Fermer les yeux, c'est laisser d'autres fixer la valeur de nos vies. Mais reprendre ce récit, c'est s'engager dans l'éveil africain, vers un futur où chaque pays retrouve sa voix et son pouvoir. L'affaire du télégramme secret n'est pas une anecdote diplomatique de plus. C'est un avertissement, une révélation brutale sur la réalité des rapports de force mondiaux. Ici, le courage d'un homme a perturbé une mécanique vieille de plusieurs siècles, fondée sur la confiscation des ressources et la domination économique. Par une stratégie limpide, la maîtrise technologique et l'unité continentale, Traoré a démontré qu'un autre chemin était possible. Les nations africaines ne sont plus de simples spectatrices. Elles deviennent, une à une, les véritables actrices de leur histoire. La reprise des mines d'or, le rapatriement des revenus dans un fonds national et l'expulsion des compagnies étrangères ont envoyé un message fort à toute l'Afrique. La souveraineté se gagne au quotidien. Elle ne se rêve pas. Résister à la pression, c'est rappeler à chacun que la liberté ne se mendie pas. Elle s'obtient par la lutte. Les enjeux dépassent largement l'or. Il s'agit du futur économique, de la stabilité politique, de l'image de l'Afrique sur la scène mondiale et de chaque minute précieuse investie dans la conquête de sa propre libération. Au bout du compte, le destin africain n'est jamais écrit d'avance. Il se construit jour après jour par des décisions courageuses, des sacrifices et l'élan collectif de rompre avec l'injustice. La vraie question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se dresser, mais si elle en a la volonté, ici et maintenant. À ceux qui hésitent encore, souvenez-vous, négliger cette leçon, c'est abandonner toute chance de justice. Mais s'en inspirer, c'est ouvrir la porte à une ère nouvelle. L'histoire attend que chaque voix, chaque geste vienne renforcer ce mouvement irrésistible.